parler des deux sujets qui me passionnent le plus. Ça fait toujours un peu étrange d'être passionné de douleur, mais c'est ça quand même. Donc les gars l'ont quand même bien introduit avant moi. La douleur chronique, ça a un impact sur la qualité de vie, c'est évident. Puis en fait, la plupart du temps, même si c'est une douleur aiguë ou que ce soit une douleur chronique, ce qui va arriver, on va se le dire, on est assez impuissant. On la laisse passer, on prend des fois une pilule, on espère que ça passe, puis on est assez passif avec ça, donc on attend la plupart du temps. Mais si on avait une méthode active pour que ça passe, si on pouvait nous-mêmes agir sur notre douleur. Puis c'est là qu'on va parler un peu d'exercice physique. Donc en fait, plus précisément, c'est quoi le rapport entre l'activité physique puis la réduction de la douleur? En fait, l'exercice physique, ça peut agir sur la douleur via 3 grandes composantes. La première composante, c'est le renforcement musculaire. En fait, c'est ce qu'on voit la plupart du temps quand on va en physiothérapie. On va aller travailler le renforcement des muscles stabilisateurs, puis grâce à ça, on va pouvoir cibler une zone douloureuse puis essayer de réduire la douleur grâce à ça. Donc, on va vraiment avoir un problème qui est biomécanique puis qui est là, que le physiothérapeute, lui, est spécialiste pour trouver c'est quoi le problème d'instabilisation ou le problème physique qui est là pour venir le cibler puis traiter la douleur. Donc, on va venir renforcer les muscles pour réduire cette douleur-là. Puis en fait, pour les physios, évidemment, c'est pas toujours facile de trouver exactement c'est quoi la source puis c'est sur quoi il faut travailler. C'est pas non plus évident pour les gens qui ont de la douleur. Parce qu'en fait, pour nous, qui sont souffrants, par exemple, c'est pas évident de nous dire il faut que vous fassiez de l'exercice, alors que faire de l'exercice, ça nous fait mal. Donc c'est un peu logique en venant travailler l'endroit qui est douloureux qu'on va venir empirer cette douleur-là. Mais il y a de plus en plus d'études qui nous montrent que ça vaut la peine de passer un peu par-dessus la douleur qu'on ressent, puis même de l'empirer un petit peu pendant qu'on fait l'exercice pour le grand soulagement qu'on va avoir après. Puis je vous présente ici un cas qui n'est pas un cas typique, mais en fait qu'on voit dans une étude qui est sortie assez récemment, puis qui nous montrait qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une intervention de renforcement musculaire précisément pour des douleurs au dos, quand on vient renforcer notre dos. Donc on vient vraiment stimuler les muscles qui sont douloureux présentement. Puis, vous voyez ici, j'ai l'intensité de la douleur qui est là, puis le temps d'entraînement qui est en bas. Donc, on a notre participant qui arrive et puis qui veut faire soulager sa douleur. Il arrive avec une douleur moyenne d'environ 4 sur 10. J'ai mal au dos, qu'est-ce que je fais? Donc, notre physiothérapeute, lui prescrit des exercices pour le soulagement de son dos. Pendant qu'il fait ces exercices, la douleur augmente. Elle augmente environ jusqu'à 6 sur 10. Puis, pendant les heures après l'entraînement, la douleur elle reste à 6 sur 10, assez stable, pour quelques heures. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand le patient retourne à la maison, eh bien, c'est là que la douleur descend. Puis, ce qui est intéressant ici, vous allez le remarquer, la douleur, elle est plus basse que ce qu'elle était avant l'intervention. Puis, dans les études, présentement, ce qu'ils font, c'est qu'ils répètent cette séance d'exercice-là plusieurs fois, donc plusieurs semaines consécutives. Puis ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois que les gens reçoivent une intervention, bien, la douleur va réaugmenter, puis ensuite rediminuer, puis réaugmenter le lendemain quand on retourne. Puis on fait ça jusqu'à la fin de l'intervention, où on se rend compte que finalement, plus on continue, puis plus à chaque jour, l'exercice va faire en sorte que la douleur va diminuer. Donc, en renforçant nos muscles, on peut avoir une plus grande diminution de douleur, mais évidemment, ça ne se fait pas en une seule séance. Par contre, ce qui arrive avec les exercices musculaires, donc de renforcement musculaire, c'est qu'on vient cibler précisément un groupe de muscles, puis on peut réduire quelques types de douleurs avec ça. Donc souvent, ça va être les douleurs de type musculo-squelettique. On parle entre autres d'arthrose, de tendinite, des choses comme ça qui ont vraiment une composante physique, puis qui peut être traitée en renforçant la stabilisation. Des douleurs plutôt du type comme de l'arthrite inflammatoire, mais on ne réussira pas à venir traiter ça avec de la stabilisation musculaire parce qu'en fait, le problème, il n'est pas là. Il me semble que je voulais vous dire quelque chose d'autre par rapport à ça. Ah oui, en fait, ce qui est bien aussi avec les exercices musculaires, c'est qu'une fois qu'on a fait le renforcement puis qu'on le maintient, bien, on va venir prévenir le fait que la douleur va revenir à cause de cette blessure-là. Donc maintenant, la blessure, elle est guérie, fait qu'on n'aura plus tendance à avoir de douleur qui va être causée par ça. Fait qu'on va prévenir les prochaines blessures, puis celle-ci ne risque pas de revenir. La deuxième composante qui est importante et puis qui est engendrée par le fait de faire de l'exercice physique, c'est le relâche d'opioïdes endogènes. Mathieu vous a parlé des opioïdes tout à l'heure. C'est une grosse molécule, on en entend beaucoup parler en ce moment aux médias, les opioïdes, le fentanyl, la morphine.
Ça semble vraiment dangereux, mais c'est une molécule qui est très efficace pour réduire la douleur. Puis ce qui est super bien, c'est qu'on en a déjà à l'intérieur de nous, des opioïdes. C'est ce qui suffit, c'est de venir les activer pour les relâcher dans le corps. Puis une des façons de faire cette relâche d'opioïdes-là, c'est en pratiquant l'exercice physique. En pratiquant l'exercice, on peut faire une relâche d'opioïdes endogène, donc venir nous soulager notre douleur dans tout notre corps avec seulement de l'exercice physique. Mais par contre, ce qui est important, c'est que l'exercice doit être d'une intensité assez élevée pour qu'on puisse créer cette relâche-là. Même que plus l'intensité est élevée, plus on va avoir une grande relâche d'opioïdes. Puis, avec les exercices musculaires, on réussit rarement à atteindre ce niveau d'intensité-là, même si on force très fort, ce ne sera pas aussi efficace qu'avec les exercices de type aérobie. Les exercices aérobie, plus précisément, c'est les fameux exercices cardio. Puis, on le sait, c'est pas ça qui est le préféré de bien du monde. En faisant des exercices cardio d'intensité assez élevée, comme on peut avoir une relâche d'opioïdes endogène, ça devient intéressant de les prescrire de temps en temps. Mais de plus en plus, on se tourne vers une nouvelle approche d'exercices cardio qui sont un peu plus intéressantes, puis même qui sont plus efficaces. C'est ce qu'on appelle l'entraînement par intervalle. Donc ici, j'ai remplacé mon intensité de douleur par l'intensité de l'exercice, puis on a encore le temps qui est en bas. Donc l'exercice par intervalle, vous l'aurez probablement deviné par son nom, c'est vraiment de venir créer une suite d'exercices qui vont être d'intensités différentes. Donc, on va alterner une intensité plus faible, comme du jogging ou de la marche légère, avec une intensité très élevée, comme du sprint, pendant une certaine période de temps. Puis, on va venir alterner ces deux intensités-là. Et faire ce type d'exercice-là, ce sera encore plus efficace pour la relâche d'opioïdes qu'un exercice, par exemple, de jogging consécutif, où on augmenterait notre intensité, on garderait notre jogging constant pendant toute la durée de l'exercice, puis on aurait notre arrêt d'activité après. Même que l'activité par intervalle, c'est tellement efficace qu'on pourrait le faire pendant moins longtemps pour avoir des effets encore plus importants. Fait qu'on pourrait avoir à peu près le 3/4 du temps de notre activité qui donnerait des résultats similaires ou même meilleurs qu'une activité en continu. Évidemment, c'est des recherches qui sont en développement. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut consulter, en fait, la plupart du temps pour être certain qu'on peut aller dans des grandes intensités. Mais pour n'importe qui n'a pas nécessairement de problème de santé, il n'y a pas de problème. Puis, ce qui est bien avec l'exercice aérobie, comme avec l'entraînement par intervalle, c'est que comme on vient activer une relâche d'opioïdes qui va agir sur le corps en entier, mais on n'aura pas seulement un groupe musculaire qui est ciblé. Fait qu'on va venir soulager tous les types de douleurs. Fait que c'est un avantage par rapport à l'entraînement en force pour renforcer les muscles stabilisateurs. Mais par contre, avec les muscles stabilisateurs, on vient guérir le processus, on vient renverser le problème qu'on avait avant, alors que dans un contexte où est-ce qu'on fait seulement activer la relâche d'opioïdes, mais lorsque les opioïdes sont disparus dans notre corps, parce qu'on les traite nous-mêmes, on les métabolise nous-mêmes, bien, lorsqu'ils vont être partis, la douleur devrait revenir à la même intensité où est-ce qu'elle était avant qu'on vienne faire notre petite course. Et finalement, la troisième composante par laquelle les exercices vont produire leurs effets analgésiques, c'est les changements neurophysiologiques. Tout ça, c'est un grand mot pour dire qu'on va faire des changements dans notre cerveau, dans notre moelle épinière, quand on vient faire de l'activité physique. Pardon. Puis en fait, pour la plupart des gens qui souffrent de douleurs chroniques, c'est certain que vous vous êtes déjà fait dire « c'est dans ta tête que tu as mal ». Puis ce type de phrase-là, on l'entend très souvent, puis moi, je suis malheureusement pas là pour vous réconforter, parce que je vais vous prouver que c'est dans votre tête. En fait, Jérôme en a parlé un petit peu tantôt du cortex somatosensoriel. Au départ, on pensait vraiment que c'était cette partie-là du cerveau qui était grandement impliquée dans la douleur. Puis en fait, c'est le cas, parce qu'elle reçoit quand même l'information de tous les sens du corps, puis c'est elle qui traite tout ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on a découvert plus récemment une autre partie du cerveau qui est importante, juste à côté, le cortex moteur. Ça nous a quand même étonnés parce que le cortex moteur, en fait, sa fonction, c'est vraiment de venir diriger les mouvements du corps, de contrôler les mouvements du corps, et qui a plus ou moins à voir avec la douleur. Mais on sait maintenant, grâce à plusieurs études, que quand on est en douleur, que ce soit une douleur chronique ou une douleur aiguë, le cortex moteur va avoir tendance à être inhibé, fait qu'il va être moins actif. Puis à l'inverse, on sait maintenant que quand on stimule notre cortex moteur, que ce soit en ouvrant le cerveau et en mettre des électrodes directement dessus,
ou avec des approches un peu moins invasives comme celle-là, donc en venant placer des électrodes sur le dessus du cuir chevelu, mais en stimulant notre cortex moteur, on peut réaugmenter son activité puis réduire la douleur. Et de cette façon-là, on sait vraiment que le cortex moteur est aussi impliqué dans la douleur, tout autant probablement que le cortex somatosensoriel. Puis vous vous souvenez, je viens de vous dire à quoi ça servait normalement le cortex moteur, mais ça sert à contrôler les mouvements du corps. Fait qu'évidemment, que quand on pratique de l'activité physique, on vient le stimuler par nous-mêmes, on vient l'activer nous-mêmes. Puis c'est grandement là-dessus que moi je vais travailler pendant mon projet de doctorat. En fait, c'est vraiment de venir activer le système moteur en combinant l'exercice physique, mais aussi en combinant l'approche non invasive que je vous ai montré tantôt en venant mettre les électrodes sur le dessus de la tête, en voyant si on va avoir une réduction de douleur qui va être là chez les gens qui ont des douleurs chroniques. Puis en fait, je voudrais finir la présentation en vous disant que douleur ou pas, c'est certain que bouger, ça fait jamais de tort. Mais évidemment, quand on est dans un contexte de douleur chronique, même si c'est compliqué, j'aurais tendance à recommander de combiner les deux approches d'exercice. Fait que faire du renforcement musculaire pour avoir une meilleure stabilisation des muscles stabilisateurs, puis aussi de venir faire de l'exercice aérobie pour avoir une relâche d'opioïdes endogène. Puis évidemment, en combinant ces deux-là, on va avoir encore plus d'effets sur notre cortex moteur qui, lui, va venir réduire la douleur. Puis finalement, n'hésitez pas à consulter les professionnels de la santé qui sont là pour savoir si vous avez des risques ou des contre-indications à pratiquer de l'activité physique. Et également, les professionnels de l'activité physique qui sont un peu les mal-aimés en ce moment du système de la santé, mais qui sont tellement importants et qui sont vraiment là pour venir aider les gens à savoir qu'est-ce qui est approprié pour eux en fonction de la douleur qu'ils ressentent puis qu'est-ce qui pourrait les aider. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? L'entraînement par intervalle. L'entraînement par intervalle. As-tu mentionné combien de temps? J'ai refait des recherches aujourd'hui par rapport à ça, par rapport au nombre de temps qu'on devrait faire l'activité par intervalle ou l'entraînement par intervalle. Mais j'ai regardé beaucoup parce qu'on a souvent des... En recherche, on utilise souvent toujours les mêmes paramètres puis on se répète dans nos études parce qu'on sait que ça marche. Fait que je me suis dit, je vais aller voir sur Internet c'est quoi les paramètres et tout ça, puis des vrais experts en course, parce que même si je vantais tantôt les professionnels de l'activité physique, moi j'en suis pas une. Puis les paramètres sont vraiment, vraiment variés. Fait qu'ils disent que les périodes d'intervalle à intensité basse, ça pourrait varier entre 30 secondes ou 5 minutes. Puis encore là, ça peut être un temps d'arrêt complet où on arrête, on reste immobile pendant 5 minutes, ou encore qu'on va jogger à une intensité assez élevée. Fait que c'est vraiment variable d'une personne à une autre. Puis même l'intensité élevée, la durée va varier, puis son intensité va varier aussi en fonction probablement de notre forme physique, puis aussi de où on est rendu. Parce que moi, une période de repos de 5 minutes à jogging léger, je peux vous dire que pour moi, ça, c'est pas une période de repos. J'imagine que c'est ça pour bien des gens. Fait que probablement que la période de repos, pour moi, c'est peut-être plus brève, mais ce serait un jogging un peu plus soutenu, mais vers la marche. Puis probablement que la période d'intensité, je pourrais me permettre de la faire plus élevée. Fait que c'est vraiment, vraiment variable. Fait que les professionnels de la santé et de l'exercice physique, ça va être vraiment les mieux placés pour recommander là-dessus. À quoi servent au juste les électrodes que tu mets sur la tête? C'est quelque chose qu'on peut faire à la maison? La question, c'est à quoi servent les électrodes qu'on place sur la tête? En fait, c'est vraiment pour venir augmenter l'activité du cortex moteur. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à la maison, même si, étrangement, ça ressemble quand même pas mal à un TENS, que la plupart des gens ont déjà essayé. Mais c'est d'intensité très, très faible, beaucoup plus faible qu'un TENS. Puis en fait, c'est vraiment de venir stimuler précisément au niveau du cortex moteur. Puis en faisant ça, on va venir, c'est très physiologique, on va venir changer le potentiel de membrane de nos neurones. Fait qu'ils vont être un peu plus excitables qu'elles l'étaient avant qu'on donne le traitement. Fait que de cette façon-là, on vient comme rééquilibrer l'inhibition qui était là à cause de la douleur. Mais il y a des cliniques qui le donnent, c'est sûr qu'il y en a privés, il y en a publics. Il y en a une de chaque ici à Sherbrooke. C'est encore très, très peu connu. Puis à Sherbrooke, on est vraiment avant-gardiste par rapport à ça. Fait que si ça t'intéresse, je tiens à voir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? Dans votre recherche, la vision, on peut comprendre que cette
technique-là pourrait, quelqu'un qui a une douleur chronique, la faire reculer la cause, presque guérir, peut-être pas guérison complète, là, mais vraiment reculer la douleur sans médicaments éventuellement? Ben, en fait, la question c'est est-ce qu'on pourrait soulager vraiment la douleur, comme réussir à enlever, la guérir, c'est vraiment ça avec la douleur chronique qui est rare, là, de venir guérir la douleur avec un traitement. Avec l'exercice physique, j'aurais tendance à vous dire oui, sans aucun doute. Mais en fait, on rentre un peu dans les détails, mais ce qu'on veut tester vraiment dans mon projet de doctorat, c'est qu'en fait, je vous disais qu'il y a des gens que la douleur vient inhiber le cortex moteur. Puis en fait, cette inhibition-là du cortex moteur, elle n'est pas la même pour tout le monde. Fait qu'on ait une douleur très forte, il y a des gens qui vont avoir une toute petite inhibition, puis il y en a qui vont en avoir une très grande pour une toute petite douleur. Puis en fait, ce qu'on pense, c'est que quand on a une grande inhibition du cortex moteur, c'est là que les exercices à eux tout seuls font peut-être pas tout à fait l'effet. Fait qu'on n'aurait pas un effet parfait avec juste l'exercice physique, même si on en fait beaucoup. Puis c'est chez ces personnes-là spécifiquement qu'on aurait besoin d'ajouter une stimulation externe avec le stimulateur pour venir encore une fois stimuler notre cortex moteur de deux façons différentes en même temps. Fait que ça serait peut-être pas bénéfique chez tout le monde d'avoir la combinaison des deux, mais chez les gens qui ont une inhibition plus forte, on aurait peut-être des meilleurs résultats. Merci, donner de l'espoir. J'ai-tu encore du temps avec moi? OK, une petite dernière. Est-ce que vous allez exclure les participants qui ont des suivis cliniques, physio-ergo? La question, c'est si on va exclure les gens qui ont des suivis physio-ergo en externe, en fait. Ce qu'on demande aux participants qui viennent faire mes projets de recherche à moi, c'est d'essayer de ne pas modifier leur mode de vie actuel. Fait que je leur demande d'essayer de ne pas changer leur médication. Des fois, ils commencent à avoir moins mal pendant qu'ils font le projet. Je veux pas qu'ils arrêtent leur médication parce qu'ils ont moins mal. Je veux qu'ils essaient de garder le reste tout stable. Fait que si ils allaient voir l'ergo 2 fois par semaine, je veux qu'ils continuent d'aller voir l'ergo 2 fois par semaine. Mais peut-être pas si, par exemple, l'ergo lui dit « Ah, j'aimerais ça que tu t'inscrives à telle activité par les soirs, tu vas pouvoir avoir une activité gratuite, nanana. » Ben peut-être ça, on aurait tendance à le limiter pour pas qu'il y ait un trop grand changement dans le mode de vie, puis que les gens pratiquent encore plus d'activités physiques que ce qu'ils vont déjà faire en recherche avec moi. Merci.